Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Jonas, je suis spécialiste de programme à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, situé à Hambourg en Allemagne. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette masterclass, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur et d'essayer de passer les frontières françaises pour voir comment ce phénomène de l'illettrisme est appréhendé et mesuré dans d'autres parties du monde. Il me semble que la meilleure façon de débuter cet exposé est de commencer par l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors, il s'agit d'un agenda qui a été élaboré par les Nations Unies et qui comporte 17 objectifs principaux sur lesquels les pays membres des Nations Unies se sont engagés à mettre en place des actions concrètes. Parmi ces 17 objectifs, il en est un tout particulièrement qui nous intéresse, donc qui intéresse l'UNESCO et qui nous intéresse nous dans le cadre de cet exposé. C'est l'objectif numéro 4 sur l'éducation de qualité. Cet objectif demande à ce que les pays signataires s'assurent d'un accès égalitaire, c'est-à-dire d'un accès à tous, à une éducation de qualité, tout en promouvant le plus possible l'apprentissage tout au long de la vie. Ces 17 objectifs ont tous été subdivisés en cibles qui permettent un petit peu de préciser les différents axes dans lesquels les efforts doivent le plus porter. Dans le cadre de l'objectif 4 qui nous intéresse ici, 10 cibles ont été définies. Ces 10 cibles couvrent l'ensemble de la population, des populations nationales, puisqu'elles prennent en compte à la fois les enfants d'âge préscolaire jusqu'à l'enseignement pour adultes. Par ailleurs, ces cibles couvrent également des dimensions très larges du système éducatif. Déjà, il prend en compte les apprentissages, on va dire, très scolaires, comme la lecture, l'écriture ou les mathématiques, mais aussi des apprentissages plus, on va dire, plus adultes ou qui se rapprochent davantage de compétences, comme l'apprentissage pour la citoyenneté. Ces cibles couvrent également d'autres domaines du système éducatif, comme la gestion, comme le bien-être des enseignants, ou encore comme les finances et les budgets alloués à ces systèmes éducatifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces cibles. La seule qui nous intéresse ici est la cible 4.6, qui affirme ceci. D'ici à 2030, veillez à ce que tous les jeunes aient une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Savoir lire, écrire et compter, on est déjà dans une approche, dans une définition assez voisine de l'illettrisme, et c'est sous cet angle-là que nous allons essayer de comparer, ou en tout cas de voir la diversité, d'appréhender la diversité des pratiques de mesure de ce phénomène de l'illettrisme à travers le monde. Pour réaliser ces cibles, les Nations Unies ont défini ce qu'on appelle des indicateurs. Des indicateurs, ce sont en fait des ensembles de données qui permettent de mesurer les progrès réalisés par les pays pour chacune de ces cibles. Dans le cadre de la cible 4.6 que nous venons de voir, donc sur la proportion d'adultes, de jeunes adultes et d'adultes sachant lire, écrire et compter, le seul indicateur qui a été défini est l'indicateur 4.6.1 qui s'intéresse au pourcentage de la population qui réussit à atteindre un certain niveau de maîtrise de compétences fonctionnelles en matière de lecture, d'écriture et de calcul, le tout devant être ventilé par sexe. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les questions de vocabulaire. Juste pour préciser ici que la tranche d'âge concernée est l'ensemble des adultes âgés de 16 à 65 ans. Alors, quelles sont les pratiques actuelles pour produire des données permettant de renseigner cet indicateur qui suit la cible 4.6? Il y a 3 méthodes principales. La méthode qui a longtemps été privilégiée et qui encore aujourd'hui est majoritaire, c'est ce qu'on peut appeler la méthode par proxy ou par approximation. C'est-à-dire que pour estimer ce pourcentage d'individus capables de maîtriser un certain niveau de compétences en lecture, écriture et calcul, on va se fonder sur des variables
annexes ou des variables indicatrices, comme par exemple le nombre d'années passées dans le système scolaire, le niveau le niveau du diplôme, du dernier diplôme atteint, ou d'autres variables également, comme la nationalité d'origine, comme l'âge, comme le sexe. Bien souvent, c'est une combinaison de ces variables qui permettent d'arriver à une estimation du niveau de compétence. Évidemment, le problème avec une telle approche, c'est qu'elle est relativement imprécise et elle repose sur des hypothèses très très fortes qu'il est difficile de vérifier dans le monde actuel. Par exemple, donner une équivalence certaine entre le niveau de diplôme atteint et le niveau de compétences fonctionnelles en lecture, écriture et calcul. Par ailleurs, ce type d'approximation ne permet pas du tout de prendre en compte les grands phénomènes macrosociaux qui jouent actuellement dans le monde sur le niveau de compétence des adultes. Je pense notamment aux grands déplacements de population, je pense notamment au chômage qui peut être très important dans certaines zones du monde, je pense aussi à la qualité de l'éducation qui peut varier énormément d'un pays à un autre, d'une zone à l'autre. La deuxième méthode pour produire des données pour informer cet indicateur 4.6.1 est la méthode dite déclarative. Cette méthode est de plus en plus employée. Schématiquement, il s'agit d'intégrer dans une grande enquête nationale de type recensement, enquête santé ou enquête sur le marché du travail, une question du type « Savez-vous lire, écrire ou compter dans telle ou telle langue ?» Cette question peut également être adressée à un chef de ménage qui doit alors juger de la capacité des autres membres du ménage à savoir lire, écrire et compter. Donc là, on est dans une situation d'auto-déclaration où on demande aux gens d'auto-évaluer leurs compétences. Il y a aussi donc vous voyez bien qu'il y a aussi, comme dans le premier cas, énormément d'incertitudes et des biais certains dans ce type d'approche. En premier lieu, est-ce que vous savez lire, écrire et compter? Ce n'est pas une formulation aussi neutre qu'il y paraît, puisque on a des besoins différents en ce qui concerne lire, écrire et compter. Du coup, on a une perception différente de ce qui nous manque par rapport à ces compétences. Par ailleurs, dans une relation enquêteur-enquêté, lorsqu'on vous pose une question qui est relativement intime, finalement, est-ce que vous savez lire, écrire et compter, il y aura une tendance certaine à ce qu'on appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire à se présenter sous un bonjour et donc typiquement à surévaluer ses compétences ou celles des membres de son ménage et du coup à surrépondre oui alors que la réalité serait plutôt non. L'approche qui est privilégiée, qui est vue aujourd'hui comme étant la plus la plus précise et qui produise des données les plus fiables est la méthode dite d'évaluation, la méthode par évaluation directe. Elle est encore, comme je vous le montrerai tout à l'heure, relativement minoritaire, mais elle consiste à faire passer à un échantillon de la population nationale des exercices qu'on appelle des items qui permettent d'évaluer la performance des individus vis-à-vis de ces exercices en compréhension, en écriture ou en calcul. Et à partir de ces performances, on est à même d'estimer le pourcentage de population qui parvient à maîtriser un certain niveau de compétences en lecture, écriture et en calcul. Comme je vous le disais, malheureusement, cette méthode qui apparaît aujourd'hui comme étant la plus fiable est relativement peu répandue dans le monde. Sur cette carte, sur cette planisphère, je vous ai représenté les pays qui conduisent ou qui ont conduit récemment ce type d'évaluation directe. La plupart des pays qui ont produit ce type d'évaluation ont en fait participé à des programmes internationaux, c'est-à-dire à des enquêtes de comparaison internationale des compétences des adultes. L'enquête qui aujourd'hui a eu le plus de succès ou qui a eu le plus de pays qui ont participé est l'enquête PIAC de l'OCDE, PIAC étant l'acronyme anglais de Programme for the International Assessment of Adult Competencies, donc programme international pour la mesure des compétences des adultes. Et cette enquête permet de mesurer les compétences des adultes dans ce qu'on appelle la littératie, la numératie et la résolution de problèmes. Donc les pays de l'OCDE, une grande partie des pays appartenant à l'OCDE ont participé à cette enquête.
Un deuxième programme qui est relativement répandu est le programme STEP, qui est mené par la Banque mondiale. C'est en fait une version allégée de PIAC qui ne mesure que la littératie, donc je reviendrai sur ces définitions tout à l'heure, et qui a pu être conduite dans des pays à revenus élevés ou moyens, pas énormément, mais quelques-uns quand même, ce qui nous permet de compléter un petit peu les données disponibles. Enfin, vous avez le projet LEMP, qui a été mené par l'Institut de l'UNESCO pour les statistiques, donc l'ISU. Ce programme aujourd'hui n'a plus cours, mais il a été mené dans 10 pays et il mesure à la fois la littératie et la numératie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces pays-là sont des pays à faible ou à revenu moyen, donc à faible revenu ou à revenu moyen, donc les pays en voie de développement. Et vous allez voir plus tard que ça représente un intérêt. Puis nous pouvons également citer quelques autres initiatives, comme le projet RAMA de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie en Afrique, mais ce projet est encore inabouti et pour le moment, il ne permet pas d'estimer le niveau de compétence au niveau national. Enfin, nous avons quelques pays qui, sans être engagés dans un programme international, ont mené leur propre évaluation, donc ils sont peu nombreux encore pour le moment. Donc, si on dresse un bilan global aujourd'hui, on est dans une situation relativement problématique pour un objectif qui a été, sur lequel les pays se sont mis d'accord au niveau mondial. Et le problème est le suivant, nous avons que 13% des pays qui sont capables de produire des données sur des questions d'alphabétisme ou d'illettrisme à partir d'une enquête d'évaluation directe des compétences, donc qui sont capables de produire des données fiables et comparables. Et si on regarde cette carte-là, on s'aperçoit que les zones qui ne sont pas couvertes par ce type d'enquête sont assez facilement identifiables. On voit bien l'Amérique centrale, une grande partie de l'Amérique du Sud, quasiment toute l'Afrique, donc si on retire cette initiative RAMA, et l'Asie du Sud. Donc en gros, les pays à revenus moyens ou faibles. Et la question qu'on peut se poser, du coup, c'est pourquoi est-ce que ces pays ne développent pas davantage ce type d'évaluation ou pourquoi est-ce qu'ils ne s'inscrivent pas davantage dans les programmes internationaux qui proposent aux pays membres d'utiliser leurs évaluations directes disponibles. Alors pour revenir sur les obstacles, je vais revenir très rapidement sur ces obstacles d'ordre structurel, on va dire, qui font que les pays ont peu tendance à mener ce type d'enquête. D'abord, il y a un problème sur les ressources financières. Les enquêtes d'évaluation directe de compétences ont des coûts très très élevés de passation. Pourquoi? Parce que ce sont des enquêtes relativement longues. Il faut déjà faire passer des tests en direct à des adultes, ce qui dure souvent plus d'1 heure. Il faut également faire passer d'autres questionnaires, des questionnaires de type sociodémographique qui permettent de donner un sens à la performance obtenue par les individus, donc des questions sur leur parcours scolaire, etc. Il faut également des enquêteurs qui soient formés à ce type d'enquête qui est relativement technique, donc ça rajoute encore au coût général de l'enquête. Et au final, une enquête d'évaluation des compétences coûte beaucoup plus cher qu'une enquête classique auprès des ménages. Par ailleurs, elle repose sur un certain nombre d'expertises que tous les pays ne possèdent pas. Il faut en effet des gens capables d'élaborer ces exercices d'évaluation, donc des psychométriciens, des psychologues du développement, des psychologues du langage. Il faut des experts en méthode d'enquête, puisque pour réussir à s'assurer de la qualité des données obtenues, de la comparabilité des données obtenues, et plus généralement de la fiabilité de toutes les procédures mises en place, il faut des méthodes relativement élaborées. Enfin, il faut des compétences certaines en statistique ou en traitement statistique, puisque les données obtenues ne sont pas comme à l'école des données, par exemple, sur 20. On ne peut pas dire voilà, tel % de la population a obtenu 12 bonnes réponses sur 20 à tel test. Nous, on est en fait sur des modèles statistiques beaucoup plus élaborés qui se rapprochent des modèles de type économétrique. Et pour ça, il faut toute une ingénierie de statistiques publiques derrière pour être capable de produire ces estimations. Enfin, un dernier obstacle, c'est sur l'utilité même de ces données. Beaucoup de pays ne perçoivent pas encore l'intérêt qu'ils ont à connaître, à obtenir des informations fiables sur le niveau de compétence de leur population en littératie et en numératie.
D'autant que obtenir ces informations-là, ça a un risque, ça peut avoir un coût politique relativement important. Tant qu'on est sur des variables de type déclarative, où on demande aux gens d'estimer eux-mêmes leur niveau de compétence, on arrive très vite à des taux de ce qu'on appelle de littératie, donc l'inverse du taux d'illittératie, si vous voulez, qui sont de l'ordre de 100%. L'ensemble de la population obtient un niveau très satisfaisant de lecture ou d'écriture. Et si on passe à une évaluation directe, souvent les résultats obtenus sont plus sévères. Et j'ai un exemple très simple là-dessus qui a eu lieu cette année. Jusque-là, le Kyrgyzstan reposait ses statistiques sur une évaluation déclarative. Et leur taux de littératie était de 100%. Et en faisant passer une évaluation directe, donc à partir des données, grâce à la collaboration de la Banque mondiale, ils se sont aperçus que 52% de leur population adulte n'avaient pas le niveau suffisant de maîtrise de la littératie ou de la numératie pour faire face aux défis du monde contemporain, ce qui est une définition très proche de l'illettrisme. On passe de 0% à 52%. Donc vous comprenez là que les difficultés sont énormes. Mais plus généralement, je voudrais revenir aux difficultés qu'on a à mener des programmes internationaux, c'est-à-dire à convaincre des pays en voie de développement ou des pays à revenus moyens à participer aux programmes internationaux d'enquête comparée de niveau de compétence des adultes. Mais avant ça, je voudrais juste faire un tout petit point de vocabulaire. Le terme d'illettrisme, tel qu'on le connaît en France, est un terme en fait qui n'a pas d'équivalent dans la plupart des autres langues, et notamment en anglais, qui est la langue de travail de la plupart de ces programmes ou d'élaboration de ces objectifs. Ce terme d'illettrisme n'existe pas. En fait, pendant très longtemps, on a parlé de littératie, qu'on traduit de façon un peu impropre en français par alphabétisme ou alphabétisation. D'accord ? Donc on était sur un niveau relativement, on va dire, instrumental et relativement basique des compétences en écriture et en lecture. En gros, la capacité des gens à lire sans que ce soit bien défini. Des fois, c'était simplement à décoder, donc pas forcément la question de la compréhension ne se posait pas. Et vous avez vu tout à l'heure dans la cible que je vous présentais, on ne parlait plus de littératie ou d'alphabétisme, mais on parlait de compétences fonctionnelles, donc en anglais de functional literacy. Et ça marque une étape importante dans l'approche qui permet aujourd'hui de faire ces comparaisons de l'illettrisme, parce que le functional literacy signifie bien les compétences en alphabétisme, donc en lecture ou écriture, qui permettent aux gens d'être fonctionnellement compétents, c'est-à-dire de jouer un rôle fonctionnel dans la société, mais aussi de s'autonomiser. Il y a un risque derrière cette évolution de définition des termes, c'est le risque du relativisme, c'est-à-dire que ce qui est nécessaire d'obtenir, les compétences qui sont nécessaires d'acquérir, d'avoir ou de nourrir pour être autonome en tant qu'adulte dans une société, peut être différent de celles qui sont nécessaires dans une autre société. Donc on peut arriver à des points de comparaison qui sont difficiles à obtenir, puisque on n'est pas sur la même ligne de référence, si vous voulez. Donc rien que ce flottement de définition peut représenter un obstacle dans la mise en place de programmes internationaux des compétences. Mais je voudrais plutôt revenir sur d'autres éléments qui sont des problèmes, on va dire, plus pratiques de mise en place de ces programmes d'évaluation. Donc, je vous ai parlé rapidement tout à l'heure des programmes mis en place par l'OCDE, par la Banque mondiale. J'aurais pu vous parler aussi d'enquêtes nationales très élaborées, telles qu'elles ont lieu aux États-Unis, en France, en Allemagne ou en Corée, qui sont des pays qui mènent à la fois des programmes nationaux et des programmes internationaux. Toutes ces enquêtes reposent sur une certaine idée de standardisation des conditions d'évaluation. Le plus souvent, on fait passer aujourd'hui des tests d'évaluation à travers un ordinateur. Donc, on a des enquêteurs qui se déplacent avec un ordinateur chez les gens pour leur faire passer dans un endroit relativement calme ou isolé des exercices qui ne sont pas vraiment scolaires, mais qui s'en rapprochent, des exercices.
Or, ce type de passation standardisée, c'est très très difficile de les reproduire dans les pays en voie de développement. Je vous ai présenté ici quelques photos qui illustrent les conditions réelles d'évaluation. Vous avez sur la gauche 2 photos qui sont issues d'un programme d'évaluation de numératie réalisé par le réseau PAL, hein, qui est une NGO à résonance mondiale. Et vous avez 2 autres illustrations. Donc en haut, il s'agit de l'enquête LAMP de l'ISU et en bas d'une enquête de l'Organisation internationale de la santé. Vous voyez ici, on est dans... C'est très difficile d'avoir un lieu clos, un lieu calme où les gens peuvent se concentrer sur leur exercice. Il est même terriblement difficile des fois d'avoir accès juste à l'électricité ou à une connectivité Internet. Donc pour faire passer des exercices par ordinateur ou pour avoir recours à des technologies élaborées comme on en a de plus en plus, sur lesquelles on se repose de plus en plus pour les évaluations de compétences, comme les évaluations sur Internet, l'utilisation de smartphones, etc. C'est pas assuré du tout, d'accord? C'est très, très difficile. Et du coup, il y a un certain nombre de facteurs extérieurs qui vont influencer directement la comparabilité et la qualité de ces enquêtes. Il y a un deuxième problème majeur lorsque l'on fait cet effort-là d'implémenter des programmes de comparaison internationale, c'est la question des langues. En effet, être fonctionnellement alphabétisé ou être lettré en étant un contraire très impropre de illettré, c'est toujours dans une langue, d'accord? C'est dans une langue particulière. Et choisir la langue dans laquelle l'évaluation va avoir lieu, c'est un choix relativement compliqué, hein. C'est faire déjà le choix de ne pas évaluer dans d'autres langues. Donc, vous imaginez bien que dans les pays multilingues, comme c'est le cas de beaucoup de pays en voie de développement, politiquement, c'est très compliqué. Hein, un pays comme le Bénin a plus d'une centaine de langues parlées, avec aujourd'hui des transcriptions écrites. Et du coup, choisir de ne pas évaluer dans toutes les langues, vous comprenez bien à quel point certaines communautés peuvent se sentir exclues. Donc, c'est très difficile. Et même choisir d'évaluer dans plusieurs langues, vous imaginez la complexité que cela représente. Il faut des enquêteurs capables de parler énormément de langues, d'accord? Et ça devient très difficile. Il y a un deuxième problème, c'est le problème de la traduction. Assurer l'équivalence entre les langues, c'est une quête qui est relativement impossible. D'accord? Beaucoup de questions relatives à l'évaluation de la compréhension à l'écrit reposent sur la capacité des gens, par exemple, à comprendre un sens implicite contenu dans un texte. Et celui-ci dépend énormément de la structure de la phrase, des négations utilisées, du temps utilisé, du vocabulaire. Et reproduire ça d'une langue, dans toutes les langues, enfin dans un nombre important de langues, c'est particulièrement compliqué. Et dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que la traduction, ce n'est pas simplement une recherche d'équivalence. Il faut également être capable d'adapter le questionnaire. C'est-à-dire que les langues, lorsqu'on cherche à évaluer un niveau fonctionnel, enfin un niveau de compétence fonctionnelle, puisqu'il y a ce terme de fonctionnel, on ne s'intéresse pas que à la langue en tant que telle, mais à la langue inscrite dans un territoire. D'accord? Donc, il y a des implicites dans les informations contenues dans les exercices qui ne dépendent pas que de la langue, mais qui dépendent aussi de l'endroit où cette langue est parlée. Je vous donne ici juste 2 exemples tirés de l'enquête IVQ en France. Donc, cette enquête a été menée en France métropolitaine, puis dans plusieurs territoires d'outre-mer, et notamment à Mayotte. Et dans cette enquête-là, il y avait un exercice. Donc, à Mayotte, ça a été fait et en mahorais et en français. Et pour la partie française, la première idée était évidemment juste de transposer le questionnaire utilisé en France métropolitaine pour les TOM. Or, il y avait un exercice de mathématiques qui reposait sur un problème ferroviaire, on va dire, calculer le nombre de passagers dans la rame. Or, on s'est aperçu qu'à Mayotte, il n'y a pas de train. Donc, ça induit une difficulté supplémentaire dans la mesure où ce n'est pas quelque chose que les gens vont rencontrer au quotidien. Donc, ce n'est pas fonctionnel, hein, d'accord, pour rester dans la définition. Autre problème, pour la partie qui avait plus trait à la compréhension de l'écrit, il y avait une question sur les chauves-souris. Et nous, quand on pense à chauve-souris, en France métropolitaine, la plupart du temps, on pense à animal nocturne. Or, la seule
toujours à Mayotte, la seule espèce de chauve-souris, donc l'espèce endémique de l'archipel, c'est la roussette, qui a la particularité d'être une chauve-souris qui vit le jour. Voilà, donc il a fallu, là encore, adapter le questionnaire pour ne pas créer un biais supplémentaire, une difficulté supplémentaire dans ce questionnaire qui n'aurait pas été fonctionnel. Enfin, assurer la qualité de l'enquête, c'est aussi s'assurer à ce que la façon dont on rentre en contact avec les ménages, la façon dont on conduit toutes les procédures d'enquête, le plan d'échantillonnage, le suivi des enquêteurs, etc., puisse s'appuyer sur des standards de qualité qui sont acceptés à travers le monde. Or, c'est très difficile de s'assurer de ça, encore une fois, dans les pays en voie de développement, puisqu'il faut déjà être capable de s'adapter aux pratiques sociales. Et j'ai ici plusieurs exemples. Lorsqu'on menait des enquêtes en Afghanistan, par exemple, c'est très difficile pour un enquêteur de réussir à entrer dans le foyer au-delà du chef de ménage, c'est-à-dire le chef de ménage étant la voie publique, on va dire, du ménage lorsque lorsqu'un étranger souhaite s'adresser à lui. Donc réussir à le convaincre et réussir à trouver un équilibre entre les contraintes sociales et les exigences de qualité, c'est difficile. Et de la même façon, dans plusieurs pays d'Afrique, il est nécessaire de convaincre d'abord le chef de communauté de l'intérêt de l'enquête pour être capable d'accéder au foyer qui compose cette communauté. Deuxièmement, dans de nombreux pays en voie de développement, il y a un environnement sécuritaire et sanitaire à prendre en compte. On a des exemples toujours en Afghanistan, mais également sur l'enquête Rama au Mali, où des zones entières ne sont pas accessibles à cause des problèmes sécuritaires. Du coup, il faut être capable de construire des types d'enquêtes relativement flexibles qui permettent de s'affranchir de risques d'interruption potentielle. Et ça, c'est pas donné non plus, c'est très compliqué. Enfin, dernière chose, les plans de sondage. Normalement, comme on veut une estimation qui soit représentative de la population, on doit être capable en gros, d'enquêter un petit peu tout le monde, un petit peu toutes les catégories de population adulte. Or, il y a des pans entiers de la population qui sont très difficiles à capter dans les plans de sondage, et en particulier les migrants, les réfugiés et les nomades qui sont particulièrement nombreux. Donc, il est nécessaire ici de créer des outils de collecte qui soient eux-mêmes, on va dire, portables, légers, nomades en fait, pour accéder à ce type de population. Et souvent, on ne peut pas avoir la même technicité que dans des enquêtes auprès des ménages plus, on va dire, plus traditionnels. Donc vous voyez bien que toutes ces difficultés créent des obstacles difficiles à surmonter pour la réalisation d'enquêtes comparables de l'illettrisme à travers le monde. Alors des solutions existent cependant aujourd'hui. En premier lieu, on a le développement d'un instrument flexible qui permet un peu de répondre à tous ces obstacles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'instrument qui s'appelle Minilamp, qui a été créé par l'Institut de l'UNESCO pour les statistiques, qui a trois grosses qualités. D'abord, elle présente une possibilité de flexibilité, c'est-à-dire étant relativement simple, il peut être adapté sur différents types de supports. Par ailleurs, il peut être enrichi par des modules spécifiques au contexte des pays. Ensuite, il a tout un module de capacité nationale, c'est-à-dire grâce à cet instrument Minilamp a avec lui des modules de formation d'enquêteurs, mais aussi des modules de formation à destination des chefs de communauté ou des leaders importants dans les pays qu'on souhaite enquêter. Enfin, cet instrument Minilamp est relativement peu cher à mettre en place et prêt à utiliser, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ressources supplémentaires pour le mettre en œuvre, pas besoin d'expertise supplémentaire, tout est déjà livré tel quel, notamment les logiciels automatisés pour calculer les scores de compétences, etc. Et la deuxième solution possible, sur laquelle on travaille au sein du groupe international sur la cible 4.6 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui de l'amélioration des mesures indirectes, donc des mesures déclaratives. Il faut être réaliste, on sait que beaucoup de pays ne seront pas capables de mettre en place des enquêtes aussi complexes et aussi coûteuses. Donc une des solutions, c'est d'améliorer cette fameuse question « savez-vous lire, écrire et compter ?» et d'essayer d'y introduire la numératie qui ne fait pas partie de ces mesures indirectes
traditionnellement, et d'essayer de voir par quels moyens on peut capter ce côté fonctionnel qui est nécessaire dans la définition de l'illettrisme ou aujourd'hui de l'alphabétisation fonctionnelle, donc en intégrant des questions sans doute ayant trait aux pratiques et aux usages et à la fréquence des usages des compétences en compréhension de l'écrit et en écriture. Donc c'est un axe de travail prometteur pour les prochaines années. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous invite cordialement à aller voir notre site internet si vous souhaitez obtenir plus de ressources sur ces difficultés qui sont passionnantes, ces difficultés à contrer et à mesurer l'illettrisme à travers le monde. Bonne journée à vous et bonne fin de séminaire.